direction de la santé publique de la Montérégie a lancé un programme de soins d'hygiène dentaire afin que ce soit plus écologique dans les écoles. Et pour nous en parler, j'ai M. Laurent Teasdale, qui est le chef de service à la direction de la santé publique de la Montérégie, Mme Éliane Thibault-Ebalin, qui est le dentiste au sein de la santé publique de la Montérégie. Bonjour. 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 D'abord, parlez-nous un peu de ce programme-là. Pourquoi, en fait, on fait cette approche-là auprès des écoles? L'approche d'avoir des fournitures plus écologiques, en fait, c'est pas un programme en soi, mais surtout un projet qu'on voulait mener au sein des équipes, c'est-à-dire de surtout se questionner sur la pertinence de l'utilisation de chacune de nos fournitures en santé dentaire scolaire, à prime abord. Bon. Pourquoi on a fait ça? Est-ce qu'on avait constaté un problème? Il n'y avait pas de problème en soi. On a certains hygiénistes dentaires dans nos équipes qui avaient déjà débuté certaines initiatives à dire « OK, mais est-ce que je pourrais changer certaines fournitures que j'utilise pour des éléments plus écologiques ou est-ce que c'est vraiment pertinent que j'utilise cet item-là? » Donc, on est allé saisir cette opportunité-là, de dire on va élargir la démarche, on va le travailler avec toutes les équipes, puis on va structurer cette démarche-là, puis on va s'attaquer à toutes nos fournitures qu'on utilise là, pour faire vraiment une démarche qui est davantage globale. Bon. Vous êtes dentiste, donc évidemment, c'est pas toujours évident pour les enfants, cette approche-là. Mais comment c'est accepté dans les écoles? La majorité des changements qu'on a faits, c'est pas des choses dont les enfants vont se rendre compte. Qu'on mette une demi-bavette ou une bavette complète, les enfants s'en rendent pas compte. Parfois, ils vont avoir des questions par rapport au dépistage qui se fait sans gants. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui est imposé, c'est vraiment si l'hygiéniste est confortable avec ça, que tous les critères sont respectés, elle peut procéder sans gants. Mais les hygiénistes sont vraiment habitués de dire une phrase magique avant de commencer. Mes mains ne vont pas dans ta bouche, c'est juste mes instruments stériles qui vont dans ta bouche. Si jamais j'ai vraiment besoin d'aller dans ta bouche avec mes mains, je vais mettre des gants, inquiète-toi pas. Puis à partir de là, c'est clair, puis ils sont pas inquiets. Puis c'est vraiment un dépistage. C'est pas pour les scellants, c'est vraiment au moment du dépistage qu'on met pas de gants. Fait que c'est le seul... On va dire le seul changement qui a suscité un petit peu plus de réaction, mais pour le restant, les élèves vraiment s'en rendent pas nécessairement compte. Les hygiénistes recyclent les emballages de stérilisation, mais les enfants sont pas vraiment au courant, fait que c'est des petits changements comme ça. Donc, c'est ça. Donc, vous avez visité plusieurs écoles de la Montérégie. Qu'est-ce que vous faites concrètement là, lorsque vous arrivez sur les lieux? Là, qu'est-ce que vous faites exactement? Bien, en fait, je pourrais juste préciser, on est présent dans toutes les écoles de la Montérégie, toutes les écoles primaires et secondaires. En Montérégie, on visite, c'est une centaine d'écoles. Ouais. Donc, on a une équipe fantastique de 14 hygiénistes dentaires là, qui vont vraiment faire des mini-cliniques dentaires dans chacune de ces écoles-là. Mais je pourrais laisser Éliane expliquer clairement c'est quoi le service qui est offert dans les écoles. Fait que dans le fond, la santé dentaire publique, c'est quelque chose qui est partout au Québec. Nous, en Montérégie, c'est séparé en 3-6. Le Montérégie Centre, c'est vraiment l'équipe des 14 hygiénistes dont Laurent parlait qui sont au centre. À l'est et à l'ouest, il y en a aussi une quinzaine de chaque côté. C'est un programme qui est partout au Québec. Donc, c'est le programme de scellant, PQSD, Programme québécois de scellant dentaire. Donc, c'est un programme qui consiste en une première visite où les hygiénistes vont aller voir dans la bouche des enfants est-ce qu'il y a besoin de scellant, est-ce qu'il y a des besoins évidents de traitement qu'il faut vraiment urgemment référer chez le dentiste et est-ce qu'il y a aussi besoin d'appliquer un produit pour arrêter des caries qui sont débutantes. Donc, c'est les services principaux qui sont offerts. Donc, la première visite, c'est le dépistage. Si les enfants sont retenus, on retourne une deuxième fois à l'école pour appliquer les scellants aux élèves qui ont été retenus et que leurs parents ont consenti, bien sûr, à procéder. Fait que ça, c'est un programme, mais sinon, il y a d'autres programmes de santé dentaire, comme par exemple dans les écoles et les garderies, on fait aussi le programme de brossage supervisé. Donc, c'est différents programmes qui sont en train d'être mis en place. Est-ce que ce programme-là est un peu né du fait que les soins dentaires, c'est peut-être, je ne connais pas la gratuité, ça fait longtemps que mes enfants ne sont plus jeunes, là, mais est-ce que ça vient du fait que les soins dentaires sont moins accessibles pour les jeunes? Dans le fond, ce programme-là, l'entente avec le gouvernement, c'est qu'étant donné qu'en bureau privé, ce qui est couvert par la carte de la RAMQ, c'est tout ce qui est curatif. Tout ce qui est préventif, c'est vraiment le rôle de la santé publique d'aller au-devant. Puis tantôt, on discutait de l'accessibilité. Bien, l'accessibilité aux soins dentaires, c'est
justement d'aller au-devant de la population, de comprendre qu'il y a beaucoup d'immigrants à Montérégie. Ces parents-là qui arrivent au Québec ne savent pas nécessairement comment aller à une clinique dentaire et tout. Donc, ce qui est bien avec ce programme-là, c'est que ça donne un papier aux parents, que ça leur explique que s'il y a un besoin évident de traitement, comment aller au dentiste, qu'est-ce qui est couvert par la carte de la RAMQ. En date d'aujourd'hui, c'est jusqu'à 10 ans moins un jour. Tout ce qui est examen, plombage, extraction, radiographie, c'est couvert entièrement par la carte de la RAMQ, mais ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement connu. Puis je rajouterais, on parlait d'accessibilité, mais c'est ça, on va voir les enfants de deuxième année primaire et de deuxième année secondaire, ce qui fait qu'en Montérégie, on touche environ par année au-delà de 8500 élèves. Puis de ces 8500-là, on a environ un 70 qui vont recevoir les salons dentaires. Bon. Est-ce qu'on est quand même de constater par ces examens-là si les jeunes, par exemple, prennent bien soin de leur santé dentaire? Dans le fond, dans le fond, c'est que les enfants qu'on réfère pour les besoins évidents de traitement, il y en a énormément. Surtout, comme je viens de nommer, les familles qui sont immigrantes, ils n'ont pas nécessairement eu la chance de consulter un dentiste avant leur arrivée, donc il y a beaucoup de besoins évidents de traitement. La beauté de la chose, c'est qu'en agissant très tôt, donc on vient de nommer deuxième année du primaire, deuxième année du secondaire, c'est qu'à ce moment-là que les molaires sortent, qui viennent juste de sortir, donc ils n'ont pas encore eu le temps de carie. Ouais. Donc, on se dépêche d'aller les sceller pour prévenir la carie. Mais sinon, un autre beau programme qu'on est en train de faire partout au Québec, c'est l'étude clinique. Partout au Québec, présentement, c'est les 5e secondaires qu'on est en train d'aller visiter partout au Québec. Et ce qu'on est à même de constater, encore une fois, c'est beaucoup les familles immigrantes qu'on remarque qu'il y a vraiment des grands besoins. Et plusieurs d'entre eux sont en 5e secondaire et ne sont jamais allés au dentiste de leur vie. Donc, je dirais que c'est beaucoup la réalité immigrante en Montérégie qui... Oui, c'est ça, parce que ça réfère un peu à une de mes premières questions, parce que quand on est jeune, on est très réfractaire à aller voir le dentiste, à se brosser les dents. On a beaucoup de difficultés à appliquer ces règles-là aux enfants. Donc, je voulais un peu comprendre la situation, si ça amenait justement là, des effets un peu dommageables à la santé dentaire des enfants. Ouais. Mais c'est intéressant que vous posiez la question parce qu'il y a un autre nouveau programme qu'on est en train de mettre en place pour cet été qui s'appelle les cliniques bébé-dents. OK. Et parce qu'en 2012-2013, il y a des études cliniques, comme je suis en train de faire présentement, qui avaient été faites puis qui constataient que, rendu en deuxième année du primaire, il y avait déjà beaucoup de caries. Donc, on veut agir encore plus tôt. Donc, les cliniques bébé-dents, ça va s'adresser aux familles plus défavorisées partout au Québec, entre 0 et 5 ans principalement, mais tous les frères et sœurs entre 0 et 17 ans. Puis ça va donner la chance, premièrement, d'avoir un contact avec les parents, de leur expliquer qu'est-ce qu'ils ont à faire à la maison pour prévenir les caries. Et on va offrir aussi des soins gratuits cet été pour, encore une fois, faire des scellants, mettre le produit pour arrêter les caries. Donc, on essaie de commencer la prévention encore plus tôt et aussi de faire comprendre aux parents que, comme je disais tantôt, jusqu'à 10 ans moins un jour, c'est gratuit. Donc, même si votre enfant n'a pas de douleur, quoi que ce soit, c'est important d'aller au dentiste dès la première dent, prendre l'habitude d'y aller parce que, justement, on ne veut pas que les enfants deviennent réfractaires. Ouais. On ne veut pas que leur première fois chez le dentiste, c'est parce qu'il y a une grosse douleur. Et là, ils vont associer le dentiste avec douleur, la peur. Tandis que s'ils vont dès l'âge d'1 an pour simplement visiter les lieux, jouer avec la chaise, que leurs parents puissent avoir un premier contact. S'il arrive un accident de trottinette, il y a déjà un dossier d'ouvert. On appelle ça le concept de maison dentaire. Donc, c'est vraiment pour favoriser ça, que les familles sachent c'est couvert, puis vous êtes les bienvenus. Ouais. Il y a une partie écologique aussi. Là, on parle des soins dentaires, mais aussi l'utilisation des outils de travail pour justement les hygiénistes dentaires. Ça fait partie aussi de ce projet-là. Oui, exactement. Donc, quand on a fait la démarche, on a eu à se questionner, en fait, sur... on a pris toute notre liste d'instruments, de fournitures, on s'est questionné. Est-ce que l'utilisation de chacune de ces autres, est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle pourrait déjà être remplacée par quelque chose d'autre qu'on utilisait? Si on doit continuer à l'utiliser, est-ce qu'on peut diminuer son utilisation? Puis, si on peut la diminuer, bien, OK, je dois quand même continuer à l'utiliser, mais est-ce que je peux trouver une alternative qui soit plus écologique, rendu là? Puis, également, on s'est dit, bon, bien, est-ce que si je dois continuer à l'utiliser, est-ce que je suis capable de trouver aussi autre chose qui serait peut-être moins coûteux? C'est sûr que notre démarche n'était pas une démarche qui était pour économiser, c'était plus pour avoir une valeur écologique, mais on avait quand même à se questionner là, à cet aspect-là. Bon, mais justement, parlez-nous un peu de ce que vous faites, là, pour donner un peu un exemple aux gens, là, quand vous dites là, qu'il faut mieux récupérer ces choses-là, peut-être nous donner des exemples concrets. Bien, un exemple le plus flagrant qu'on a, c'est l'utilisation des gants, finalement, en santé dentaire. Donc, avant, on utilisait toujours les gants, surtout pour le dépistage, mais maintenant,
c'est possible de ne pas les utiliser pour le dépistage, puis peut-être Eliane pourra expliquer pourquoi, mais on peut voir une énorme réduction au niveau de l'utilisation des gants et même des masques aussi, là, à certains égards. Oui, c'est ça. On parle de milliers de masques, là, je pense, là, dans les changements de pratique, là, donc les masques, les gants. Là, donc, tous ces gestes-là donc, permettent peut-être une meilleure sécurité pour les enfants lorsqu'on arrive pour faire des traitements ou des soins? Bien, le but, c'est ça. Le but était de faire des changements qui conservent le même niveau de soins. Ouais. Et la même sécurité pour les enfants qui respectaient toutes les normes de prévention aussi, les contrôles des infections et les différentes normes qu'on a avec les ordres, les différents instituts. Là. Oui. Donc, les visites dans les écoles se font très bien, les enfants réagissent très bien. C'est comme s'ils avaient un cours dans le fond et ça doit se faire là, sans trop de pédagogie pour que les enfants puissent comprendre un peu là, ce que ça apporte. Là. Oui, puis honnêtement, c'est pas des changements pour les enfants qui sont tellement remarquables, mais pour nous, ça a été une longue démarche de dire, OK, est-ce que le petit godet qu'on utilisait en plastique, est-ce qu'on peut trouver une alternative en papier? On a fait des tests pour être sûr que ça ne passait pas au travers du papier en disant on laisse de l'eau là-dedans pendant, mettons, 15 minutes de temps. Donc, à place que ce soit en plastique, maintenant, c'est un godet en carton. On peut le recycler. Les emballages de stérilisation, avant, c'était tout mis à la poubelle. Maintenant, on les fait séparer selon les municipalités. Il y a des endroits où on peut tout mettre ensemble. Il y a d'autres endroits où il faut séparer. Mais c'est des volumes impressionnants. Après seulement une école secondaire, on a des photos de normalement, le volume, c'est environ un sac gros comme ça, rempli juste d'emballage de stérilisation. Maintenant, on le met au recyclage avant que ça aille à la poubelle. Donc, c'est plusieurs changements comme ça. Exemple, le couvre-plateau, c'est pas nécessaire d'en mettre un. S'ils en mettent un, ils peuvent le recycler. C'est les espèces de petites brossettes qu'on utilise. Il en existe en plastique biodégradable. L'emballage dans lequel on les achète, il est fait en carton plutôt qu'en plastique. Pour les brosses à dents, on a trouvé une compagnie québécoise qui en fait en bambou. Donc, c'est l'emballage, c'est l'item comme tel, c'est est-ce qu'il sert vraiment ou est-ce qu'on peut ne plus en utiliser? Par exemple, quand on a terminé les scellants, on vérifie comment les dents ferment ensemble. On peut tenir avec nos doigts le papier pour vérifier comment ça fonctionne plutôt que d'avoir une baguette jetable à chaque fois. Donc, c'est plein de petits changements comme ça, mais l'élève comme tel s'en rend pas nécessairement compte. Mais de toute façon, donc, ça, c'est des conseils pour les hygiénistes dentaires, mais il faut aussi convaincre les parents de ces changements-là. Parce que vous parlez de brosse à dents en bambou, par exemple, bien, il faut convaincre le parent à la maison d'en avoir parce que c'est profitable. Oui, bien, la beauté de la chose, c'est que là, on a commencé à les recevoir, les brosses à dents en bambou. Puis une fois que les hygiénistes ont terminé de les utiliser pour nettoyer les dents avant de faire leur scellant, bien, ils remettent la brosse à dents à la maison. Donc, peut-être après ça, les familles vont engager la discussion et dire « Ah, ben tiens, une brosse à dents en bambou, pourquoi nous, on utilise toujours des brosses à dents en plastique? On l'a aimé, peut-être qu'on va racheter une brosse à dents en bambou ou encore en plastique biodégradable. Il y a différentes options. » Bon. Donc vous faites, est-ce que c'est un projet que vous allez reporter l'an prochain ou Bien, en fait, oui. Là, au terme de ce projet-là, ce qu'on est arrivé, c'est avec une liste de différentes recommandations en fonction de différents matériels qu'on utilise. Donc, on est encore à travailler, à s'assurer d'aller rencontrer les différentes recommandations qui sont là-dedans. Fait qu'on a encore du travail à faire, mais on reste aussi ouvert aux différentes initiatives qui se font peut-être dans d'autres régions ou même dans d'autres équipes de notre organisation pour aller chercher puis continuer toujours à s'améliorer. Fait qu'on garde vraiment une vision écologique pour la suite des choses. Là. On ne peut pas s'arrêter là. Bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler. C'est un très beau projet et puis on va espérer que ça rapporte ses fruits parce que c'est vraiment très bien. Merci beaucoup. Merci. On fait une courte pause et on vient tout de suite après. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin à 9h30. Télébingo. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région.
Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Le 24 octobre prochain aura lieu le bal du Calaveras. C'est organisé pour 3 organismes de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et pour nous en parler, on a la porte-parole de cet événement, Mme Sylvie Caron. Mme Caron, bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes à la tête de la Fondation Caron, donc, qui organise cet événement, mais on va parler d'abord de l'événement en tant que tel, donc ce bal des Calaveras. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça va se tenir au Holiday Inn, mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est un bal costumé dans le thème de Dia de la Muertes. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est la fête de la mort que font les Mexicains. Et c'est une fête colorée qui célèbre la vie, même si on appelle ça la fête de la mort, mais on célèbre la vie de ceux qui sont déjà passés. Et on a fait ça le 24 octobre dans le thème d'un bal d'Halloween. Et aussi pour réunir les 3 organismes aussi. C'est ça le but principal, là, c'est de travailler en collaboration pour ce bal-là. Bon, les 3 organismes, là, vous me corrigez si je me trompe, c'est Entourage Santé Mentale. Oui. Société Alzheimer's du Richelieu et la Fondation Le Renfort. Exactement, exactement. Donc, à quoi on doit s'attendre? Donc là, vous parlez que c'est une soirée là, sous le thème un peu mexicain. Donc, il faut être déguisé. Il faut vraiment se mettre dans l'ambiance. Là. Il faut se mettre dans l'ambiance. C'est ça qu'on espère que le monde va faire. Si vous n'avez pas de déguisement, c'est correct aussi. Là. Un chapeau, un poncho va faire pareil, mais vous allez contribuer à l'énergie qui va être dans la salle. C'est une soirée dansante, soirée dansante. Donc, on a déjà, la semaine dernière, on a réservé notre groupe musical qui va faire bouger la salle. On a le chef du Holiday Inn avec qui on travaille pour créer un menu extraordinaire mexicain qui va être, qui va vraiment... Qui n'aime pas le Mexicain? Non. C'est ça, ça va être très beau, mais ça va être relevé. Bon. Et il va aussi avoir de l'animation ce soir-là. On a une animatrice, elle aussi, qu'on a réservée. Je pourrais pas... C'est pas signé encore, donc OK, donc on garde la surprise? On garde la surprise. Et on va aussi avoir des animations telles que... Est-ce que vous avez des tatouages? Moi, j'en ai pas, non. Non, bien, ça serait l'occasion d'aller en faire un. Ah oui? Ah oui. OK. Il y a ça, une liseuse de cartes de tarot. Oui, OK. On va faire ça. On va avoir un photo booth, mais un photo booth un petit peu plus spécial aussi. Ça, c'est juste quelques-unes des activités qui vont être là. Donc, les gens qui vont aller cette soirée-là ne s'ennuieront pas. Là. Non. Même qu'on a un partenariat avec l'hôtel pour un bloc de chambre. OK. Parce qu'on pense que le monde va tellement s'amuser qu'ils vont vouloir profiter au maximum et pas prendre le volant ce soir-là. Bon. On a parlé des 3 organismes, donc, qui vont bénéficier des profits de cette soirée-là. Mais pourquoi on s'est attaché à ces 3 fondations-là? Comment ça s'est fait, le lien? Comment ça s'est fait? Je me suis fait approcher par la DG de la Société de Alzheimer's, qu'elle avait une idée de réunir des organismes pour créer un événement. Et là, c'est venu me chercher parce que nous, on a déjà, notre fondation, on a déjà organisé Saint-Jean du Talent qui a réuni 9 organismes pour en faire un événement au profit des organismes. On a tellement d'événements à Saint-Jean. On s'entend, il y en a beaucoup. Et si on est capable d'aller chercher le monde pour un événement, mais en faire profiter plus qu'un, je pense que c'est très vendeur aussi. Et c'est ça. Elle a fait l'approche à plusieurs organismes et le Renfort et Entourage Santé ont dit « oui, nous, on est là ». Mais là, ça prenait un véhicule financier, si vous voulez. Quelqu'un qui va être responsable de ramasser de l'argent, de payer les factures et de distribuer l'argent à la fin. Et nous autres, un gestionnaire, dans le fond. Oui, un gestionnaire. Ils m'ont aussi donné le rôle de ombudswoman.
à régler les chicanes, qu'il n'y en a pas eu. Ça, c'est mon rôle le plus facile jusqu'à date, là. Mais c'est nous qu'on est responsables. On ramasse tous les sous, on paye toutes les factures, mais on remet tous les profits aux organismes. Nous autres, on ramasse absolument rien. Et je donne aussi les conseils de mon expérience en événementiel aussi, que j'en ai quand même un peu. Bon. Mais comment... Donc, à partir de là, à partir du moment où on vous approche pour organiser une soirée bénéfice, comment est venue l'idée là, d'une soirée mexicaine? Ça faisait partie du brainstorming autour de la table. Je ne pourrais pas te dire qui s'en est sorti. On voulait faire quelque chose, un bal d'Halloween, dans le fond. Et le thème mexicain est ressorti, surtout le thème de Dia de la Muertes, de penser à les personnes qui sont décédées. Chacun des organismes vit des situations où qui ont perdu des usagers pour une raison ou une autre. Et donc, on trouvait ça un rattachement émotionnel pour aller choisir ce thème-là. Bon. Les gens qui veulent participer, donc, à cette soirée-là, qu'est-ce que ces personnes-là doivent faire? Ils peuvent aller tout de suite à vosbillets.ca et acheter une table pour l'instant, mais à partir du 13 mai, les billets individuels, ils vont être à vendre. Et pas comme dans les autres organismes, et ça j'ai trouvé ça fantastique. Vosbillets.ca ont développé un nouveau produit qu'ils peuvent vendre des billets à d'autres salles à Saint-Jean. Et ils vont être capables l'acheteur va être capable de choisir sa place à sa table qu'il veut, puis il va partager la table avec les personnes autour de la table. Est-ce qu'on a fixé un objectif ou on ne le sait pas parce que c'est la première fois qu'on organise un tel événement? On ne sait pas. On a un objectif, on ne sait pas, mais on est vraiment heureux avec la vente des commandites. On veut surtout remercier Desjardins qui ont dit oui tout de suite. Écoute, quand ils ont vu qu'on travaillait ensemble, la collaboration, ça va à l'ADN de Desjardins. Donc, ils ont tout de suite dit oui à être les présentateurs de l'événement. Et pour vous dire, de nos 6 catégories de commandites majeures, il en reste une. Donc, ça va quand même très bien, mais on a encore beaucoup. On a encore beaucoup de commandites de disponibles pour ceux qui veulent avoir une présence et encourager les 3 organismes en même temps. Oui, c'est ça. Bon, je le mentionnais en début d'entrevue, donc, vous êtes de la Fondation Caron. Oui. Vous êtes impliqué vraiment, là, mais de très bonne façon à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci. Parlez-nous d'abord d'où est venu, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Comment, donc, a été créée cette fondation-là? La fondation a été créée en 2016 suite à la vente de l'entreprise Groupe Tremca de mon conjoint, Éric Caron. Donc, on a mis un montant d'argent pour créer notre fondation qu'autour de la table, autour de notre CA, on a la chance d'avoir nos 3 enfants, leurs conjoints et aussi 2 autres personnes externes qui sont des personnes proches à notre famille. Donc, on a un beau CA autour de la table. Et la Fondation, c'était un véhicule, au tout début, c'était un véhicule d'éducation pour nos enfants, de bonne gouvernance, de philanthropie et aussi de bénévolat. Parce qu'on voulait surtout leur montrer que c'est important de redonner quand on est chanceux dans la vie. Et à chaque organisme à qui on donnait au tout début, il fallait donner aussi des heures de bénévolat. Donc, ça, c'était un beau véhicule. Mais depuis, la Fondation a évolué. On a mis d'autres sous dans la Fondation. Et là, on trouve qu'on est dans une position qu'on est capable de redonner d'autres façons. Organiser des événements, c'en est une. On a commencé un programme de formation dont notre première était il y a 2 semaines. Le 23 avril, on a fait une formation sur la philanthropie et le financement en OBNL. C'était à guichet fermé. C'était gratuit pour les organismes. C'était gratuit, mais quand même, c'était rempli. Oui, c'était rempli. La salle était remplie. Donc, et on veut se concentrer juste à Saint-Jean pour
pour comme, tester nos hypothèses pour voir si ça fonctionne. Comme on a aussi un calendrier caritatif Joannais. C'est un calendrier où que les personnes, les organismes peuvent s'inscrire puis ils affichent leurs événements. Ils sont aussi capables de voir si leurs événements viennent le jour après, la même journée, la même semaine que d'autres événements de la ville. Ça a porté fruit énormément. On a eu, là, les événements commencent à être un petit peu plus dispersés durant l'année. Et pour les donateurs, c'est le fun aussi. On n'a pas 3 événements dans une semaine. Donc, ces efforts-là, s'ils fonctionnent à Saint-Jean, ils vont fonctionner dans d'autres villes au Québec. Donc, Saint-Jean, c'est notre cobaye. On veut avoir un impact ici. Et espérons un impact plus large dans le futur. En tout cas, vous avez déjà un impact ici dans le Haut-Richelieu, ça c'est clair. Merci. Oui, c'est ça. Mais parce que c'est quand même quelque chose, parce que là, vous vendez l'entreprise, vous auriez pu faire autre chose, mais vous avez décidé de créer une fondation. C'est quand même notable. C'est comme j'ai dit, on a été chanceux et on a eu l'exemple de nos parents qui ont toujours redonné, qui ont fait du bénévolat à tous les chances qu'ils ont. Et nous, c'était notre façon d'être capable de redonner ça et aussi d'avoir une école pour nos enfants pour leur montrer ça. Et j'en suis très fière. Donc, on rappelle aux gens, donc, le bal des Calaveras, ce sera au Holiday Inn le 24 octobre prochain. Donc, soyez déguisés. C'est une soirée mexicaine, donc ce sera haut en couleur. Oui. Et avec beaucoup d'animation, et j'imagine que les gens auront beaucoup de plaisir. Oui, énormément. Madame Caron, merci beaucoup d'être venue nous en parler. Merci. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. Merci beaucoup d'avoir été là, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.